Avignon, ville d'art classée au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1995, compte aujourd'hui 147 édifices inscrits ou classés à l'inventaire des monuments historiques, dont le fameux pont Saint-Bénézet qui, de nos jours, conserve encore 4 de ses 22 arches qu'il possédait autrefois. L'ascension d'Avignon, capitale de la chrétienté au XIVe siècle, commence en 1309 avec le pape Clément V, qui choisit la ville pour y séjourner. 8 pontifes lui succèdent, dont Clément VI, à qui on doit l'impressionnant palais des papes et un spectaculaire développement artistique de la cité. Aujourd'hui, Avignon, enfermé dans ses remparts percés de 7 portes, avec le palais des papes qui se dresse derrière ses hautes murailles, garde toujours du passé ses couvents, ses chapelles et ses églises, ses vieux hôtels aux belles façades, ses places et ses cours fleuries. Dans un vieil atelier d'Avignon, Michel Pointelin continue à travailler à l'ancienne. Il consacre son temps à la restauration et à la fabrication de meubles en bois, véritables pièces de collection. Bon, Michel, qu'est-ce que vous faites ici? Alors actuellement, vous voyez, je suis devant une commode Louis XV, 18e, Oui, qui a subi de gros dégâts. oui, Donc mon travail qui va consister à la démonter complètement, oui, tous les éléments détachés les uns des autres, oui, pour pouvoir faire les restaurations. oui. Et mais maintenant, quand vous commencez cet énorme travail, qu'est-ce que vous faites exactement? Que c'est la première chose? La première chose, j'ai tout enlevé, c'est-à-dire on va enlever le plateau. Oui, Après, on va décheviller, vous voyez, il y avait des petites chevilles en bois. oui. On va enlever toutes ces chevilles, Mhm. de manière à sortir les côtés. Mhm. On va tout désoladériser. Et après, on va commencer à faire toutes ces pièces, cette pièce ici qui vient sur le pied, on va l'enlever de là, Mhm. on va la recoller là-dessus. Et tout ce qui manque, Mhm. on appelle ça, on va faire des greffes. Oui, Ça, c'est le but de la restauration, c'est de prendre du vieux bois quand on remplace, oui, oui, oui. éviter de mettre du bois neuf, Mhm. de manière que le meuble... Mais, excusez-moi, vous avez un gros problème ici. Là, j'ai un gros problème. Ouais, là, j'ai un gros problème. Mais bon, c'est pas, pour nous, c'est pas un problème. Oui, Ouais, pour nous- je suis étonné. Non, non, pour nous, c'est pas du tout un problème de restaurer un meuble comme ça. J'ai déjà vu pire. Oui, 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 oui. J'ai déjà vu des meubles qui sont arrivés attachés oui, comme des fagots, comme vous pourrez oui. dire. Comme il reste toujours un petit peu de bois à l'intérieur, je l'écarte, vous voyez, pour sortir ma pièce de bois. Voilà. C'est fait entièrement sans clou. Là, c'est sans clou, oui. Oui. Entièrement, avec des chevilles en bois. Oui. Et en général, c'était de manière que ce soit démontable. Ouais, vous voyez, ça se démonte très simplement. Et les chevilles, elles sont coniques. Ouais, c'est pour ça qu'on tombe d'un côté, elles sortent toutes seules. Alors vous voyez, même derrière, la traverse, elle était cassée Oui. aussi. Aïe, aïe, aïe. Et le pied, Aïe, vous voyez, et le aïe. pied est cassé aussi en deux. Vous voyez, il est cassé en Oui. deux, ici. Donc après, je vais être obligé de, pareil, démonter les chevilles, c'est ce qu'on va faire. Oui, oui. On va finir de démonter le meuble. C'est pas le plateau d'origine, et ils l'ont collé. Ah. D'habitude, ils le collent jamais. Mm. Donc, attends, arrête, tu vas me finir à soulever un petit peu. Tu tiens le pied là. Ça, c'est une commode qui a été restaurée une fois Oui, oui, et pas très bien restaurée. bien sûr. C'est do it yourself. Ouais, vous voyez, Oui, restaurer avec des clous, Oui, oui. c'est pas dans la déontologie de la bonne restauration. Non, non. Voilà. Oui,
c'est l'avantage des meubles anciens, Oui. c'est que ça se démonte comme un puzzle. Combien vous estimez Oh, une là, semaine? il y a plus une bonne semaine. Bonne semaine, oui. Une bonne semaine de travail. Voilà, donc Le chef-d'œuvre. Ah, voilà, le résultat du meuble. c'est différent, hein? C'est tout à fait différent, hein, parce que maintenant le meuble a retrouvé son esthétique d'origine. Bon, les réparations, on les voit très peu. Bon, il y avait des réparations, il y avait, vous voyez, bon, les cassures, on les voit très peu. Bon, je sais où elles sont parce que on l'a réparé, mais bon. Super. Il y avait les pieds qui étaient cassés, donc on le voit pas très bien. Vous aviez les pieds qui étaient cassés en Oui, deux. oui. On a recollé les morceaux qui étaient. Et tout ça. Et les côtés, nous avions ici, c'était tout cassé. C'était cassé ici, Oui. le pied arrière était cassé. C'est parfait. Maintenant, c'est pratiquement parfait. Le dessus était cassé aussi ici. Ceci était cassé, c'était, je ne sais pas si vous en Oui. Et maintenant, le meuble, le client ne verra pas beaucoup là-dedans. Très peu la réparation. Bon, et ça, c'est typiquement provençal. Alors là, ça, on tombe vraiment dans la Provence pure. Oui. Hein, c'est une commode nîmoise, c'est-à-dire Nîmes, Oui. Nîmes qui est à 40 km d'Avignon. Donc on retrouve la traverse en bas ajourée, c'est la traverse classique. Hein, ça c'est une commode 18e, donc ajourée. Elle est tiroirs très sculptés. Ça c'est typiquement nîmois. Quand il y a des meubles qui sont sculptés, ça provient aussi de la richesse de la ville ou de la région. Parce que vous avez des meubles qui ont la même structure, mais qui sont très peu sculptés, ça. Donc à Nîmes, comme Arles, c'était des régions très riches au 18e. Alors les gens, ils aimaient le faste, ils aimaient paraître par les meubles. Donc il y avait beaucoup de sculptures, beaucoup de meubles travaillés. Oui. Que des régions comme à vers Arles, vous avez Fourques qui est à une vingtaine de kilomètres d'Arles. Vous avez les mêmes meubles très très peu sculptés, parce que c'était un monde plus paysan. Et les gens ne pouvaient pas les moyens de se permettre de faire des meubles travaillés. Ceci, c'est encore une commode. C'est une copie que j'ai fabriquée suivant l'original. C'est une copie aixoise, c'est-à-dire, c'est pareil, c'est une ville qui se trouve à 70 km d'Avignon. Mais peinte. Donc en Provence, on trouve aussi les meubles peints. Donc c'est peint en copie comme à l'ancienne, c'est-à-dire à la colle de peau, avec des pigments. Donc c'est fait comme au 18e. Et c'est pour ça que vous trouvez des couleurs claires et un peu vert d'eau. Ça, c'est la couleur de la terre. C'est l'ocre. Oui, l'ocre, voilà. Hein, on le trouve beaucoup dans les meubles provençaux. Oui. Avec ce vert aussi, on le retrouve beaucoup, et c'est écru. Ça, c'est beaucoup de couleurs d'ici. Et ça fait dans exactement la même... J'ai fait exactement le même modèle que l'original. Oui. Il est authentique, la même dimension, les mêmes formes, les mêmes sculptures. Ceci, c'est tous des outils qu'on taille, que l'on taille à la forme des moulures qu'on veut reproduire. On appelle ça des fers. Alors dans la restauration, c'est très important d'avoir ça. Parce que chaque meuble est différent, donc on fait une moulure adéquate suivant le meuble qu'on a à faire, à restaurer. Alors pour ça, on en a toute une petite série. Vous voyez, on en a toute une... Et encore, on n'en a jamais assez. Vous voyez, il y en a qui sont très... C'est des outils qu'on utilise très peu. Vous voyez, ils sont très compliqués pour faire des moulures. Mais c'est quand même dangereux à s'en servir. Voilà. Alors, on les laisse souvent de côté et on se débrouille avec des fers plus petits, faire la même chose mais en plusieurs fois. Après vous avez, dans celui-là, c'est des serrures, des clés, vous voyez, plein de petits d'objets insolites qui servent, tout sert. Un jour ou l'autre, il y a un meuble qui arrive, je sais que je l'ai, et hop, on le remet. Ça part sur un autre meuble. L'atelier de restauration d'objets d'art de François Bronze, installé au cœur d'Avignon, est plus qu'une boutique. C'est une échoppe d'un artisan heureux, ouvert au public. Il partage volontiers sa passion et ses rêves avec ceux qui veulent bien entrer dans son atelier. Sous les yeux attentifs de ses apprentis, il fait parler ses mains afin de leur transmettre son savoir-faire.
Ici, donc, nous réparons absolument tout ce que vous voyez. Hein? Vous réparez absolument tout. Oui, tous les objets qui sont là sont réparables. Donc c'est vrai que c'est assez rare, puisque très peu d'ateliers ne réparent qu'une partie. Certains font le bronze animalier, d'autres vont être concentrés sur les lustres, d'autres encore vont faire l'objet religieux. Moi, je répare absolument tout ce que vous voyez. Ce qui me motive, c'est de voir l'art des personnes qui ont fait avant nous. Nous sommes obligés de rester humbles et extrêmement prudents, parce que nous devons faire au moins aussi bien que chaque sculpteur. Et c'est pas facile. Donc c'est un métier qui requiert beaucoup de patience, qui requiert beaucoup de ténacité et une grande prudence. Et puis l'amour de l'objet, le respect de l'objet quelque part. Si l'objet est très abîmé, on est obligé de dire à la cliente ou au client, là il faut savoir s'arrêter. Il faut que l'histoire garde, enfin que l'objet garde son histoire. Donc il y a quelquefois on est obligé de ne pas faire. C'est une extrêmement belle pièce, parce que si on le fait un petit peu bouger, vous allez entendre le bruit des cristaux. C'est un lustre en bronze, style Louis XV, entièrement en cristal. Et toutes les plaquettes ce sont ces pièces-là, avec les fleurs donc, ce sont des plaquettes en cristal. Il n'y a pas eu de changement. Et donc l'atelier, c'est pas vraiment un métier, c'est une vie. Oui. C'est plus une vie qu'un atelier. Dans la rue des Marchands se trouve la plus étonnante boutique d'Avignon, première et unique chapellerie de France classée monument historique. Son décor de style Louis XVI est d'origine, le chapeau y est roi. Ça me va bien. Ça te va bien? Ouais. Non, ça me va pas bien. Ah, je me mets la taille. Hein. Je Ah, non, pour la taille, avec la masse de cheveux que j'ai en voilà, c'est ce ça. moment. C'est très joli. Ah, ça tient pas. Oui. Ah oui, là, c'est vraiment... c'est large. Non, mais regarde. Ouais, c'est bon, si je le laisse là. Hop, hop, sans taille. Mais c'est rigolo, ça. Qui peut se couper. Ah, très bien. Moi, je trouve que c'est très bien, ça. Bon, personnellement, je préfère votre tête dans celui-là. Ah bon? Ouais. Parce que ça vous va mieux au visage. Mais... Ah, ça c'est gentil. Ouais. Ouais. Et vous? Bon, c'est pas important. Oh ben si, Et quand l'autre- même. Et l'autre qui voit. Hein. Mais oui, mais d'accord, mais si vous vous plaisez pas avec un chapeau, vous vous sentez pas à l'aise. Vous avez raison. Ça c'est plus... Disons que c'est sportif. plus marqué Ouais. et puis c'est plus joli. Les bords sont plus travaillés. Donc c'est un borsalino en feutre de lièvre. Voilà. Donc il se porte bord relevé derrière et bord baissé devant. Comme ça. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est les chapeaux de Frédéric Mistral. Frédéric Un Mistral. Poète provençal. Donc il a hérité de son nom, c'est le chapeau Mistral. Ah bon? Voilà. Donc cela, en fait, le canotier se pose juste sur la tête. Oui. Il ne s'enfonce pas. Oui, pas comme ça. Voilà, tout à fait. Voilà. Monsieur. Excellent. Merci. Et celui-là, il va m'aller trop grand. Mais,
Ah oui, ça c'est Ils ont génial. tous C'est de la couleur, c'est bon pour vous. Hein. C'est bon. Ils ont tous une histoire, si vous voulez. Oui. Vous avez le Borsalino qui est le chapeau des mafiosos. Oui. Et sinon, vous avez le Canotier, le chapeau Oui. de Marseille. Vous avez le Provençal, ici, le Oui. Gardien, la Camargue. Oui. Ils ont tous une histoire, en fait. Oui. Et c'est très bien travaillé ici. Oui. Moi, je sais, j'adore les chapeaux. Et vous sortez de temps en temps avec un chapeau? Ah, tout le temps. Ok, bon. Enfin, presque tout le temps. Oui. Quand je ne vis pas chez moi. Mais sinon, ouais. La plupart du temps, je sors avec un chapeau. Ah oui? Mais avant, j'arrivais pas à mettre de chapeau. Mais depuis que je travaille ici, j'en mets un parce que ça me plaît tellement maintenant que je peux plus sortir sans chapeau. Alors j'essaye de changer un peu tous les jours. Et cette maison, c'est bien, non? Oui, elle a plus de 140 ans. Elle date de 1860. Toujours dans la même famille? Toujours dans la même famille, toujours une chapellerie. Oui. Depuis la date de sa création. C'est de père en fils, ça s'est transmis en fait. Depuis 1923, ça a été l'arrière-grand-mère du patron actuel. Oui. Ensuite, ça a été la grand-mère et puis maintenant, c'est lui qui s'occupe de la boutique. Il aime les chapeaux? Il aime les chapeaux et puis ouais, c'est vraiment un passionné de chapeaux. Ben, il le faut pour travailler ici parce que sinon on s'ennuie vite. Moi j'ai pas ce risque de m'ennuyer, ça c'est sûr. En Provence, pays où le soleil tient tant de place, le rideau de buis est un élément indissociable de la maison. Marie-Claude Brochet le fait revivre dans son atelier à Montfavet, en souvenir de son grand-père qui tournait déjà ses perles de buis. Perles après perles, naissent des rideaux entièrement fabriqués à la main, dans la plus pure tradition artisanale locale. Et qu'est-ce que vous faites là, Laurence? Alors là, je fais une chaîne, une longue chaîne pour pouvoir les couper aux dimensions voulues à la hauteur du rideau. Et ça, c'est le design le plus simple? Oh oui, là, c'est un motif le plus simple. Et c'est beaucoup plus compliqué quand vous avez des perles. Avec de couleurs, oui, puisqu'on fait des motifs, on fait des pots de buis, des pots de lavande, après de la géométrie sur des motifs. Voilà. Et combien de mètres c'est possible de faire dans une journée? Oh, dans une journée, on réalise un rideau. Un rideau? Un rideau selon la dimension. Sinon, des petits rideaux, on les fait une journée, la moitié d'une journée, oui. En 6 heures des fois. Moi, j'avais beaucoup travaillé chez mon grand-père quand j'étais jeune et l'entreprise avait été fermée pendant très longtemps. Et bon, quand on vient l'été en Provence, tout le monde demandait mais quelqu'un fait les rideaux, tout ça. Donc. Et puis moi, les enfants étant plus grands, ayant plus de temps disponible, j'ai recréé la fabrique. Le rideau en Provence, c'est surtout, comme on a les portes ouvertes, c'est surtout l'été, même au printemps, déjà ça commence. Et pour empêcher les insectes de rentrer, pour la chaleur. Et parce que vous avez toujours la porte ouverte. Oui. Et puis après, ce qu'on essaye un peu, nous, pour travailler l'hiver, on essaye de faire aussi un peu la décoration intérieure. On en met beaucoup maintenant à l'intérieur, pour des portes de placard, des dessous d'évier, des brise-bises. Le son, c'est très agréable. Oui. On a beaucoup de clients qui nous achètent des rideaux parce que ça leur rappelle leur enfance. Et qui fait les perles pour vous? Alors, je travaille avec un artisan tourneur. Et combien ça coûte un gros rideau comme ça? Alors, disons, pour vous donner un ordre de prix, un rideau qui ferait 90 de large sur 2 mètres de haut, il faut compter 225 €. Il existe du buis en forêt. Voilà, des buis qui sont très vieux. Ce sont des buis qui ont 25 ans d'âge minimum. On les coupe et puis après on les fait sécher. Mais on n'a pas besoin de buis très gros, nous on prend des petits buis. Souvent c'est des rejetons, des rejets. Combien de temps ils sèchent? 2 ans.
2 ans? 2 ans avant que nous on les travaille. Oui, après ça vous tourne. Voilà. On tourne, on les teinte et on les vernit. Voilà. Et ça c'est verni déjà? Oui. Oui. Oui, comme c'est des buis qui sont appelés à être à l'extérieur, donc pour se protéger quand même des intempéries. C'est un travail de patience. Et combien ça dure un rideau comme ça? On le garde à vie. On le passe de génération à génération. Oui. Quelque part dans le Vaucluse du côté de Seignon, François Mornas, mémoire vivante du 7e art, projette inlassablement depuis 50 ans des films de collection introuvables, anciens, rarissimes, de même que les films que lui-même affectionne en particulier. Et que ça commence. Mais qu'est-ce que c'est le premier film que vous avez rappel que vous avez projeté? Oh, c'est des films sans intérêt, qui n'étaient pas très intéressants. C'était des westerns qui étaient bon marché, pas cher, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent et je ne pouvais pas louer des films chers. Alors j'allais à Marseille chercher des films, les meilleurs marchés. Pas cher, mais amusant, des films qu'on appelle de second plan, pas les grands films d'exclusivité, des petits films moins connus. Et puis par exemple, un film que j'aime beaucoup, qui est très beau, mais qui est sérieux, qui est triste, que j'aime beaucoup, c'est Goodbye Mr. Chips. Ah oui, j'aime beaucoup. Oui. Et chaque fois que je passe ce film, j'en ai qui pleurent encore. Alors moi je dis un film qui est triste et qui fait pleurer, et un film qui est comique et qui fait rire, on a tout gagné. Pendant plusieurs années, alors là je faisais tous les villages avec un appareil 16 mm muet et une tente de camping souvent dans une petite remorque et en bicyclette. J'étais en bicyclette et j'avais dans la remorque pareil, les bobines, un peu de matériel de toilette. Et puis un duvet, et souvent même l'été, une tente de camping. Et je faisais tout le sud-est de la France, j'ai fait comme ça tous les villages de Toulouse à peu près jusqu'à la frontière italienne. Et là j'ai joué partout, absolument partout. C'est-à-dire aussi bien dans les salles de cinéma, des grandes salles que je louais où je partageais la recette avec le patron du cinéma, ou en plein air, sur les places publiques, ou dans des cafés, ou dans des salles paroissiales, ou dans des salles de ceci ou de cela, dans des cafés, ou au bord du canal du Midi. J'arrivais dans un village, il fallait que j'aie du monde le soir pour ma séance. Alors je prenais un arbre, je mettais des punaises, et puis je mettais des affiches. Et quelquefois c'était très drôle parce que j'arrivais sur une place publique et je n'avais pas d'affiche presse. Alors je mettais un grand papier blanc. Blanc. Je collais, et alors après je prenais un pinceau avec de l'encre, de la peinture, et puis devant les gens je mettais le programme. Ce soir, je mettais le titre des films. Alors les gens ils s'approchaient, et à mesure ils disaient ce que j'écrivais sur mon affiche, vous voyez. C'était très, très drôle. Oui, c'est Marocco. Ah, magnifique, extraordinaire. Super film. Un des films que j'adore. Oui. J'adore. Moi aussi, c'est une de mes favoris. J'adore. Très beau. Je trouve extraordinaire. J'aime beaucoup, je passe souvent ça. Gary Cooper, très bon. J'ai beaucoup, tout ça, oui, c'est des films que j'aime bien. Judex, j'ai vu quand j'étais jeune. C'est le premier film que j'ai vu de ma vie, c'est le premier. Mais j'avais 4 ans. Oui. Je ne m'en rappelle plus du tout. Je m'endormais de ma mère. Du Vivier, oui, La fin du jour, j'aime beaucoup. J'adore ce film aussi. Que je l'ai passé ici, La fin du jour, Monteur de verdure, le dernier film l'été dernier, le 30 août. Le 30 août, ici, j'ai eu près de 150 personnes ici. Des gens qui sont venus de partout, de 50 km à la ronde de partout. D'Aix, de Manosque, d'Avignon, de partout pour voir La fin du jour.
J'ai eu un gros succès avec ce film.